Et déjà, il n'y a rien qui mérite chez Alain Delon, parce que, comme il vient de le dire très justement, on se connaît. Il portait en lui cette légèreté que seuls les hommes blessés savent feindre. Jean-Paul Belmondo, à 78 ans, ne cherche plus à séduire. Il cherche à comprendre. Je ne lui en veux plus, mais je n'ai jamais oublié. C'est avec ces mots simples, presque murmurés, qu'il a accepté de parler, pour la première fois, de celui qui a traversé sa vie comme une ombre lumineuse, Alain Delon. Deux visages du cinéma français, deux tempéraments contraires, deux mythes condamnés d'éloignement, de silence, d'hommages officiels. Belmondo choisit-il de parler ? Parce qu'un jour, il a compris que leur histoire racontait quelque chose de plus grand qu'eux. Le prix de la gloire, la solitude des idoles, la vérité derrière le mythe. Et derrière cette voix cassée par le temps, une émotion demeure, celle d'un homme qui n'a plus rien à prouver, mais encore quelque chose à dire. Alors on se demande, qu'est-ce qui les a vraiment unis malgré tout ? Quand tout a commencé, que cherchaient-ils l'un chez l'autre ? Et surtout, qu'a-t-il encore à lui dire après tant d'années ? C'était en 1958. À l'époque, Jean-Paul Belmondo n'était encore qu'un jeune homme têtu, un boxeur raté devenu comédien par instinct plus que par ambition. Alain Delon, lui, revenait d'Indochine, sans diplôme, sans attache, avec ce regard fixe et froid qui allait bientôt hypnotiser les caméras. Ils avaient 25 ans, et le cinéma français s'apprêtait à basculer. Leur première rencontre ne fut pas un coup de foudre, ni amical, ni artistique. Elle eut lieu dans un bureau sans charme, rue de Rennes, chez un directeur de casting de la Nouvelle Vague. Belmondo, chemise ouverte, cigarette aux lèvres, riait fort, trop fort. Delon, immobile, se contentait de l'observer comme on jauge un adversaire avant un combat. Deux fauves dans une cage minuscule, chacun sentant chez l'autre la même faim. J'ai compris tout de suite qu'ils ne jouaient pas dans la même catégorie, racontera plus tard Delon. Et Belmondo, des années après, répondra avec un sourire. Oui, il était plus beau que moi, mais moi j'étais plus libre. Cette liberté, c'est elle qui allait les rapprocher, paradoxalement. Dans les soirées enfumées de Montparnasse, ils se retrouvaient souvent côte à côte, sans se parler vraiment. Autour d'eux, les visages de Truffaut, de Godard, de Melville. Le cinéma a changé de peau. La jeunesse voulait des héros à son image, imparfaits, insolents, vivants. Un soir, sur la terrasse du café de Flore, c'est Romy Schneider qui les a présentés vraiment. Elle tenait la main de Delon, Belmondo venait d'arriver avec Jean Seberg. Deux couples, deux mondes. Romy dira plus tard, « Ce soir-là, j'ai eu peur qu'ils se ressemblent trop. » Non. Et pourtant, ils se sont plus. Pas dans le sens mondain du terme, mais dans cette reconnaissance muette que seuls les écorchés se donnent. Belmondo admirait chez Delon ce silence, cette manière d'habiter l'écran sans bouger. Delon, lui, enviait chez Belmondo le rire, la désinvolture, cette capacité à se moquer de tout, y compris du succès. Ils n'ont jamais été amis au sens banal du mot. Ils étaient deux pôles d'un même aimant. Quand l'un montait, l'autre observait. Quand l'un tombait, l'autre se taisait. Et dans ce silence, il y avait une forme d'amour viril, fait de respect, de jalousie et de pudeur. En 1960, quand À bout de souffle sort sur les écrans, Belmondo devient l'icône d'une génération. Delon, lui, attend son heure, qui viendra quelques mois plus tard avec Plein Soleil. Ils ne se croisent pas souvent, mais tout le monde les compare. Leur rivalité devient un jeu médiatique. La presse invente une guerre, les oppose jusque dans les couvertures. Belmondo, le voyou, Delon, le prince. Mais dans le privé, ils échangent des regards complices, comme deux conspirateurs qui connaissent que la vérité. Sans l'un, l'autre n'aurait pas existé de la même manière. Un jour, à la sortie d'un tournage, un photographe surprend une scène rare. Delon pose la main sur l'épaule de Belmondo et lui dit doucement « Toi, tu fais rire le monde. Moi, je le fais taire. » Belmondo éclate de rire. « Alors on a chacun notre boulot. » Cette phrase, simple et désarmante,
résume peut-être toute leur relation. Deux routes parallèles, parfois proches, parfois éloignées, mais toujours conscientes l'une de l'autre. Leur lien n'était pas une amitié d'aveu ou de confidence, c'était un respect d'animaux fiers, qui ne s'approchent que pour se reconnaître. Quand la nouvelle vague s'imposait, ils étaient ces deux visages, le feu et la glace. Et pourtant, dans les coulisses, un fil invisible les liait. Delon glissait parfois un mot au producteur pour recommander Belmondo sur un rôle. Belmondo, de son côté, refusait certains scripts trop de longs, par respect silencieux. Ils ne se l'étaient jamais dit, mais chacun protégeait l'autre à sa manière. Avec le temps, leur complicité se tissait d'entre les non-dits. Ils ne se téléphonaient pas, ils ne s'invitaient pas. Mais quand ils se croisaient dans un festival ou un dîner d'après-première, tout redevenait simple. Une tape sur l'épaule, un regard, un mot, c'était leur langage. Car derrière la lumière, il y avait deux hommes qui se comprenaient sans avoir besoin de parler. Deux hommes qui savaient que la gloire, aussi belle soit-elle, finit toujours par isoler. Et ce soir-là, en 1958, sans le savoir, ils venaient de sceller une histoire que le cinéma français n'a jamais cessé de rejouer. Les années 60 furent celles de tous les excès, de toutes les conquêtes et de toutes les illusions. À l'écran, Belmondo et Symbole. Deux visages que la France reconnaissait avant même d'entendre leur voix. Entre 1960 et 1975, ils règnent sur le cinéma français. Belmondo enchaîne les succès populaires, Cartouche, L'Homme de Rio, Le Magnifique, Peur sur la ville. Delon, lui, choisit la voie de l'ombre. Le Samouraï, Borsalino, Le Cercle Rouge. Deux carrières parallèles, deux mythologies. Mais derrière la compétition apparente, Belmondo le disait sans détour, quand Alain entre dans une pièce, le silence se fait. Lui, il avait la présence. Et Delon, dans une rare confession au Figaro, reconnaîtra. Belmondo, c'est l'homme que tout le monde voulait être. Moi, je voulais seulement qu'il me respecte. Leur apogée commune viendra en 1970, avec Borsalino, un film de gangster devenu un mythe et un champ de bataille. Sur le tournage, deux égaux, deux univers, avec le cœur. Delon, producteur du film, calcule chaque plan, chaque silence. Leur complicité se fissure sous le poids de la lumière. Un jour, sur le plateau, un technicien les surprend. Belmondo, furieux, lance « Tu crois que tout appartient, même nos rires ?» Delon, impassible. « Non, seulement le film. » Pourtant, à l'écran, la magie est totale. Les regards se croisent, la tension se lie dans chaque plan. Le public sent cette énergie brute, cette rivalité qui transcende le jeu. Borsalino triomphe et consacre définitivement leur légende. Mais le succès a un prix. Chacun de son côté s'enferme dans son propre rôle. Belmondo devient Bébel, l'homme des cascades, du panache, de la comédie d'action. Delon devient l'incarnation du mystère, du silence, de la beauté fatale. Deux icônes, deux prisons dorées. Les soirées parisiennes les réunissent parfois. On les voit côte à côte dans les dîners des Césars ou les festivals de Cannes. Leurs sourires sont polis, leurs accolades mesurées. Mais derrière les flashs, une complicité reste, fragile, presque fraternelle. Lorsqu'un journaliste ose leur demander qui est le plus grand, Belmondo répond du tac au tac « Ce n'est pas un concours, on a chacun notre monde. » Et Delon, quelques années plus tard, dira calmement « Je n'ai jamais voulu être à sa place, mais sans lui, le cinéma n'aurait pas eu de soleil. » À cette époque, tout semble leur réussir. Belmondo tourne 3 films par an, fait ses propres cascades, remplit les salles. Delon s'essaie à la production, travaille avec Visconti, Melville, Lauzé. Il représente 2 visages d'une France triomphante, insouciante avant la crise, confiante dans ses héros. Et pourtant, au fond, chacun commence à sentir le vide. Les années passent, les succès s'accumulent, mais l'ivresse s'émousse. Belmondo, dans ses entretiens, laisse entrevoir une fatigue. On finit par ne plus savoir qui on est. Tout le monde croit te connaître.
et toi, tu ne sais plus rien. Delon, lui, s'enferme davantage. Villa, chien, silence. La gloire chez lui devient une armure. Leurs chemins continuent de se croiser sans jamais se rejoindre. Un soir de 1974, lors d'un gala de charité à Deauville, ils partagent la même table. Un photographe immortalise la scène. 2 hommes face à face, souriants mais absents. Dans le regard de l'un, la lumière du rire. Dans celui de l'autre, la nuit de la solitude. Et si tout avait commencé comme un duel, c'est désormais un miroir. Chacun voit dans l'autre ce qu'il aurait pu devenir. Belmondo dira plus tard « Alain, c'est le frère qu'on ne choisit pas. On se dispute, on s'ignore, mais on se comprend. » Dans les années 80, leurs destins se séparent. Le public se divise. Les amateurs de Bébel contre les fidèles de Delon. Mais les deux savent que ce clivage est artificiel. Ils le laissent vivre, parce qu'il entretient la légende. Et cette légende, ils l'ont écrite ensemble, sans jamais vraiment se parler. Les années de gloire furent aussi les années du silence. Là où le succès devient une habitude, où l'admiration se transforme en distance. Et dans cette distance, une question grandit, sourde. Jusqu'où peut aller la rivalité sans briser ce qui la fonde ? Mais alors, quand tout semblait solide, immuable, presque mythique, les premières fissures sont apparues. Pas sur les affiches, ni dans la presse, mais dans les regards. Belmondo et Delon ne se voyaient presque plus. Leur carrière, jadis parallèle, avait pris des directions opposées. Belmondo, tout en muscles et en sourire, tournait des films d'action qui faisaient rire la France entière. Delon, lui, s'enfonçait dans des rôles de plus en plus sombres jusqu'à se confondre avec eux. Pourtant, à chaque interview, leurs noms revenaient ensemble. Toujours cette même comparaison, lancinante, épuisante. Les journalistes, les producteurs, le public même semblaient incapables de les séparer. Et cette confusion, au fil des ans, est devenue blessure. On me parlait de lui tout le temps, même quand je n'étais pas là, dira Belmondo un jour, sans amertume, mais avec une pointe de lassitude. Delon, de son côté, répliquera, plus sec. Nous sommes 2 univers. Ce n'est pas une rivalité, c'est une différence de nature. Mais le ton avait changé. Les rires partagés s'étaient transformés en silence poli, les accolades publiques en distance mesurée. Et entre eux, quelque chose s'était perdu. Un équilibre fragile, une fraternité sans mots. Le tournant se joue à la fin des années 70. Delon, désormais producteur et homme d'affaires, soigne son image. Belmondo, lui, vit avec la générosité d'un artiste libre, entouré d'amis, de tournages, d'amour. 2 façons d'être au monde, 2 philosophies. Un jour, sur un plateau de télévision, on demande à Belmondo s'il accepterait de tourner à nouveau avec Delon. Il sourit, un peu gêné. « Pourquoi pas ? Mais faudrait qu'on ait quelque chose à se dire d'abord. » Dans la salle, quelques rires étouffés. Sur le visage de l'acteur, une ombre. Car derrière la légèreté, il y avait la nostalgie. Delon, lui, n'a pas apprécié. Dans une interview quelques mois plus tard, il lâche cette phrase célèbre. « Belmondo, c'est la France qui rit. Moi, c'est celle qui se souvient. » Une phrase belle, mais tranchante. Comme une gifle déguisée en hommage. Ce soir-là, dans le salon d'un hôtel parisien, les 2 hommes se croisent. Ils ne se saluent pas. Les témoins diront que Belmondo a simplement soufflé « il a besoin d'être seul ». Et il est parti, sans un mot de plus. Pourtant, le lien restait là, invisible, obstiné. Quand Belmondo est tombé malade après un tournage éprouvant, Delon a envoyé un mot. 3 lignes, écrites à la main. « Repose-toi, le cinéma t'attend, moi aussi. » Il ne signa pas, mais Belmondo sut. Ce geste discret aurait pu tout apaiser. Mais la presse, encore une fois, s'en mêla. Les journaux titraient « Belmondo affaibli, Delon triomphant », où les 2 monstres sacrés ne se parlent plus. Et chaque article creusait un peu plus la distance. Pourtant, ce n'était pas de la haine, c'était du malentendu.
2 orgueils qui n'ont jamais su se dire « je t'admire ». 2 solitudes d'hommes que la gloire a rendus inaccessibles à eux-mêmes. Un soir, en 1985, à Cannes, ils se retrouvent dans la même loge. Personne ne parle. Puis Delon s'approche, tend un verre et murmure « Tu sais, c'est plus facile de parler aux morts qu'aux vivants ». Belmondo le regarde, un peu ému, et répond simplement « On n'en est pas encore là ». Ce fut leur dernière conversation avant 10 ans de silence. Pendant cette décennie, la vie continue, mais le vide s'installe. Belmondo vieillit en mouvement, entouré de rires et de tournages. Delon vieillit dans le retrait, dans la beauté figée du souvenir. Leurs chemins ne se croisent plus, sauf dans les hommages télévisés où l'un cite le nom de l'autre à demi-mot, et chaque fois la même impression, qu'ils parlent du même passé, mais depuis 2 rives différentes. Mais alors, que reste-t-il de cette amitié silencieuse? Une tendresse cachée sous des décennies de fierté, une reconnaissance qui ne dit pas son nom. Et peut-être, surtout, une blessure commune, celle de n'avoir jamais su se parler autrement que par les films. Ce soir-là, le vent soufflait sur Paris comme une respiration trop lourde. Belmondo venait de rentrer d'un tournage éprouvant. Il avait vieilli sans s'en rendre compte. Un visage que la France croyait éternellement rieur portait désormais les traces du temps, les rides d'un homme qui a trop donné. Et soudain tout s'est arrêté. Un matin de 2001, un AVC, un choc brutal, une coupure dans la pellicule de sa vie. L'homme qui sautait des toits ne pouvait plus bouger. Celui qui parlait avec son corps devait réapprendre à parler avec son souffle. Le pays entier a tremblé. Les journaux parlaient d'un héros terrassé. Mais Belmondo, lui, refusait d'être une légende brisée. « Je ne suis pas à plaindre, disait-il. J'ai eu plus que ce que j'espérais. » Et Delon, que faisait-il ? Il n'a pas parlé. Pas une déclaration, pas un mot à la presse. Mais, dans le silence, il y eut un geste. Un bouquet de roses, livré sans carte, déposé à la clinique du 16e. Belmondo a su. C'était son style, dira-t-il plus tard. Il parle sans mots. Pourtant, cette épreuve allait marquer la véritable rupture. Car si la maladie rapproche parfois, elle révèle surtout ce que l'on n'ose plus dire. Belmondo, diminué, s'accrochait à la vie. Delon, lui, s'enfonçait dans une solitude mélancolique, presque orgueilleuse. Un ami commun racontera « Quand Jean-Paul s'est remis à marcher, Alain a pleuré, mais il ne l'a jamais laissé voir. » Et il dit « Oh... » C'est peut-être là que tout s'est joué, dans cette pudeur trop grande, cette impossibilité d'être faibles ensemble. Le cinéma, lui, continuait sans eux. Une nouvelle génération prenait la lumière. Eux restaient 2 monuments côte à côte, mais séparés par un mur invisible. En 2002, les Césars proposent un hommage commun. Belmondo accepte. Delon hésite. Finalement, il refuse. « Ce n'est pas le moment », dit-il simplement. Personne ne sut jamais pourquoi. Certains y virent de la fierté, d'autres de la douleur. Belmondo, interrogé, se contenta d'un sourire fatigué. Alain est comme ça. Il vit dans ses silences. Mais dans ce silence, quelque chose se fissurait à nouveau. Une tendresse non dite, trop longtemps étouffée, se transformait en distance irréversible. Puis, en 2004, un autre drame. La disparition de Rosie Vart, une amie commune. Aux obsèques, ils se retrouvent enfin. 2 silhouettes grises, 2 regards baissés. Aucune parole. Seulement ce geste minuscule. Delon pose sa main sur l'épaule de Belmondo. Un contact, une respiration. Puis il s'éloigne. Certains témoins jurent avoir vu Belmondo essuyer une larme. La rupture n'a jamais été déclarée, elle s'est installée doucement, comme la poussière sur les souvenirs. Leurs routes ne se croisaient plus. Belmondo, malgré sa santé fragile, remontait sur scène. Delon, lui, disparaissait des écrans. 2 solitudes, 2 façons de survivre à soi-même. Un jour, un journaliste demande à Delon s'il revoit Belmondo. Il répond, après un long silence, « Non, parce que le voir ce serait trop.
Et ne pas le voir, c'est déjà trop. Une phrase simple mais d'une douleur immense. Belmondo, de son côté, continuait à sourire. Mais ceux qui le connaissaient savaient, derrière le rire, il y avait le regret d'un lien trop fier pour être réparé. Dans un entretien, il laisse échapper « Dans ma vie, j'ai tout eu. Mais certaines amitiés, on les perd sans savoir pourquoi, et on les garde malgré tout. » Cette phrase résonne comme une confession muette. Car la rupture entre eux n'a jamais été une trahison. C'était un éloignement lent, presque tendre, dicté par la pudeur, la peur de vieillir face au miroir de l'autre. Et dans le regard de Belmondo, à la fin, on pouvait lire cette mélancolie tranquille des hommes qui savent que le temps les a séparés, sans jamais les effacer. Mais la vie toujours trouve une façon de boucler la boucle. Des années plus tard, ce sera à Delon, à son tour, de tomber, de s'isoler, de sentir la fragilité du corps. Et dans ce moment-là, quelque chose changera. Le silence cessera d'être un mur pour devenir un souvenir. Les années 2010 sont arrivées doucement, comme un matin d'hiver. Plus de rivalité, plus d'ego. Seulement deux hommes, fatigués, qui regardaient en arrière. Belmondo, lentement, retrouvait la parole et le mouvement. Chaque mot, chaque sourire, chaque pas était une victoire sur la mort. Il disait souvent, avec cette ironie tendre, « J'ai pris un coup, mais je suis toujours debout. » Et dans ce « toujours », il y avait tout son courage. Delon, lui, s'était retiré du monde. Ses interviews se faisaient rares. On le voyait parfois, les yeux perdus, dans le jardin de Douchy. Il parlait peu, mais quand on évoquait Belmondo, son regard changeait. Un jour, sur un plateau télé, il lâche soudain. « Bébel, c'est plus qu'un ami, c'est une partie de moi. » La salle se tait. Le public comprend qu'il ne s'agit plus d'un souvenir de cinéma, mais d'un aveu d'homme. Belmondo, en l'entendant, aurait souri. Ce sourire qu'il gardait pour les moments vrais, quand les masques tombaient, ils se sont revus, enfin. C'était à l'occasion d'un hommage, en 2011, au Festival de Cannes. Les caméras les attendaient, impatientes. Delon, costume noir impeccable, s'avance lentement. Belmondo, affaibli mais radieux, s'appuie sur la canne qu'il appelle sa partenaire fidèle. Quand leurs regards se croisent, tout s'efface. Les années, les malentendus, les phrases mal comprises. Delon s'approche, l'enlace et murmure « Tu vois, on est encore là. » Et Belmondo, ému, lui répond « C'est la meilleure scène qu'on ait jamais jouée. » Cette étreinte filmée a fait le tour du monde. Mais ce que les caméras n'ont pas capté, c'est le silence qui a suivi. Un silence long, lourd, presque sacré. Deux légendes, deux survivants, deux amis, qui n'avaient plus besoin de mots. Après ce jour-là, ils ne se sont presque plus revus. Mais la distance n'avait plus la même saveur. Elle n'était plus blessure, mais paix. Delon confiera à un proche. On n'a plus besoin de se voir, on se porte l'un l'autre. Les années ont passé. Belmondo riait encore, de ce rire brisé mais lumineux, entouré de ses proches, de ses enfants, de ses souvenirs. Delon, lui, continuait à vivre avec cette gravité tranquille, celle des hommes qui savent que tout ce qu'ils ont aimé s'éloigne lentement. En 2018, quand Belmondo reçoit le prix Lumière pour l'ensemble de sa carrière, Delon n'est pas là. Mais il envoie une lettre, lue sur scène. « Mon bébel, tu as été la joie de notre métier, tu m'as appris à rire de ce que je prenais trop au sérieux. Si un jour le ciel a besoin d'un acteur, il saura où te trouver. » Le public se lève. Belmondo, ému, répond d'une voix tremblante. « Dis-lui que je ne suis pas pressé d'y aller, mais s'il m'attend, je viendrai. » Et la salle rit, avec des larmes dans les yeux. C'était ça, leur langage, le rire pour cacher la tendresse, la pudeur pour dire l'amour. Deux hommes que la gloire avait séparés, mais que le temps avait réconciliés sans phrases, sans gestes spectaculaires. Après la tempête, il restait le calme. Un calme plein de gratitude, de souvenirs et d'ombres douces. Belmondo ne cherchait plus à être le héros. Delon ne cherchait plus à être le plus beau. Ils étaient simplement deux hommes qui avaient survécu à tout, à la lumière, à la solitude, à eux-mêmes. Un jour, un journaliste demande à Belmondo s'il a pardonné à Delon. Il répond, avec cette malice tranquille, « Pardonner quoi ? Il ne m'a jamais fait de mal. Il m'a juste appris qu'on pouvait aimer sans le dire. »
Cette phrase, simple et désarmante, clôt un demi-siècle de regards croisés. Après la tempête, il n'y a plus de colère, plus de fierté. Seulement la reconnaissance d'avoir existé ensemble dans la même histoire, sous la même lumière. Et peut-être que, dans le fond, c'est cela le plus grand rôle qu'ils aient jamais joué, celui de deux hommes qui ont appris que la vraie amitié ne se dit pas, elle se vit, même en silence. Il y a des silences qui durent des décennies. Et puis, un jour, une phrase tombe. Simple, claire, irrévocable. Celle de Jean-Paul Belmondo, ce soir-là, dans une interview qu'il n'avait pas vraiment prévue. Nous sommes en 2019. Belmondo a 86 ans. Le journaliste l'interroge sur sa carrière, ses amours, ses souvenirs. Tout semble banal, routinier. Et puis, sans qu'on sache pourquoi, il parle de Delon. Il dit doucement, presque dans un souffle, « J'ai compris tard que sans lui, je n'aurais pas eu la même force. » Le silence tombe sur le plateau. Le journaliste hésite, puis relance. « Vous parlez d'une rivalité ?» Belmondo sourit. « Non, d'une présence. Alain, c'était la mesure de tout. Quand on me disait « Tu es différent de Delon », je savais que c'était un compliment, mais aussi une façon de dire qu'on ne peut pas exister seul. » Ces mots, il ne les avait jamais dits. Jamais. Ni devant une caméra, ni même en privé. Et ce soir-là, devant la France entière, il brise enfin le silence. Puis il ajoute, les yeux baissés, « J'ai souvent voulu lui dire merci, mais je ne savais pas comment. » Le ton est calme, sans pathos, mais dans sa voix tremble quelque chose de rare. La vérité nue. Cette reconnaissance, longtemps retenue, répare d'un coup tout ce que le temps avait fissuré. Delon, chez lui, regardait l'émission. Son entourage racontera qu'il n'a pas bougé pendant plusieurs minutes. Puis il aurait murmuré « C'est la première fois qu'il me parle. Et c'est la plus belle. » Le lendemain, les journaux titrent « Belmondo brise le silence sur Delon. » Mais ce que personne ne comprend, c'est que ce n'était pas une confession médiatique. C'était une délivrance intime. Dans les semaines qui suivent, Belmondo reçoit des centaines de lettres. Des fans, des amis, des inconnus. Tous saluent la tendresse derrière ces mots simples. Mais ce qu'il retient, c'est un message court, manuscrit, livré à son domicile. Un feuillet plié en deux, sans signature. « Je t'ai entendu, et moi aussi je te remercie. » Personne n'a jamais su si c'était Delon. Mais Belmondo, lui, n'a jamais douté. Il garde le papier sur sa table de chevet, plié comme un talisman. Dans un entretien enregistré peu avant sa mort, il confie à demi-mot. « Ce qu'on n'a pas dit, ce n'est pas grave. Ce qu'on a ressenti, ça reste. Et ça, c'est plus fort que tout. » La caméra s'attarde sur son visage fatigué, ses yeux pleins de lumière. Il parle lentement, chaque mot pesé, presque chuchoté. On sent qu'il ne cherche plus à séduire ni à convaincre. Il témoigne. Et dans ses phrases, il y a cette élégance des vieux lions. La douceur après la fureur, la paix après le tumulte. Delon, de son côté, refusera toujours de commenter. Mais quelques mois plus tard, lors d'une cérémonie à Genève, il lâche soudain devant le public. « Dans ma vie, j'ai eu beaucoup de partenaires, mais un seul frère. » Et il baisse la tête. Personne n'a besoin de demander son nom. Ce moment-là, deux hommes séparés par la distance, la fatigue, la gloire, s'étaient enfin rejoints, sans se parler, sans se voir, mais dans un accord silencieux, comme un dernier salut. Leur histoire, longue, chaotique, fière, s'achevait dans la lumière tranquille de la reconnaissance mutuelle. Pas d'excuses, pas de grandes phrases, juste la vérité simple de deux êtres qui se sont aimés sans le dire, affrontés sans se haïr, compris sans s'expliquer. Belmondo confiera dans un dernier sourire. « Je crois qu'on s'est tout dit, mais à notre manière. » Et cette manière, c'était le cinéma. Chaque regard, chaque duel, chaque rire filmé portait en creux une déclaration. « Je te vois, tu existes. » Il n'y aura jamais eu de réconciliation officielle, parce qu'il n'y avait jamais eu de vraie rupture. Seulement la pudeur des grands hommes, celle qui remplace les mots par les gestes, les regards, les silences. À la fin de cette interview, quand on lui demande ce qu'il retient de sa vie, Belmondo ferme les yeux et murmure « La joie d'avoir partagé la route, même à distance. »
Et dans cette phrase, tout est dit. Le pardon, l'amitié, la gratitude, la fin. Septembre 2021. La nouvelle tombe un matin, à voix basse, sur les radios françaises. Jean-Paul Belmondo s'est éteint. La France s'arrête un instant. Les journaux télévisés, les plateaux, les rues, tout semble suspendu. On ne parle plus d'un acteur, mais d'un morceau de l'âme du pays. Les images défilent, ses cascades, ses sourires, sa voix. Et au milieu de ce flot d'hommages, un silence immense. Puis, ce soir-là, la caméra s'attarde sur un visage connu, plus marqué que jamais, Alain Delon. Il apparaît à l'écran, les traits tirés, la voix brisée, et pour la première fois, il pleure devant les caméras. Je suis anéanti. Jean-Paul était une partie de ma vie. Il a été le plus fort, le plus heureux. Et maintenant, il est parti avant moi. Il s'interrompt, baisse les yeux, puis ajoute d'une voix tremblante. Bébel, c'était la France, et moi, sans lui, je ne suis plus tout à fait français. Ces mots, prononcés entre deux sanglots, résonnent comme un adieu à la fois intime et universel. Le duel s'est éteint. Il ne reste plus qu'un souvenir, celui d'une fraternité que la mort ne peut plus défaire. Lors des funérailles aux Invalides, Delon s'avance lentement, soutenu par son fils. Il porte un costume sombre, une rose blanche à la main. Devant le cercueil drapé du drapeau tricolore, il s'arrête. Le vent soulève légèrement sa veste, et, sans un mot, il pose la rose sur le bois clair. Un geste simple, presque imperceptible. Mais dans ce geste, il y a tout. Le respect, la tendresse, le regret, l'amour. Certains témoins diront qu'il a murmuré « À tout à l'heure, mon frère ». Aucun journaliste ne posera de questions. Car tout est dit. Ce jour-là, le silence de Delon parle pour deux. Et dans ce silence, on entend encore les éclats de rire d'autrefois, les dialogues de Borsalino, les duels de regards, la complicité des années perdues. Quand la cérémonie s'achève, Delon s'éloigne sans regarder derrière lui. Sur son visage, une paix étrange, celle des hommes qui savent que désormais le passé est un refuge. Les années suivantes, il parlera peu, mais chaque fois qu'un journaliste ose prononcer le nom de Belmondo, ses yeux se mouillent. « Il me manque chaque jour », dira-t-il un soir, à la télévision suisse. C'est dur de survivre à ces miroirs. Car c'est bien cela, leur histoire. Deux miroirs, deux reflets d'un même rêve, celui d'un cinéma qui croyait encore à la vérité des visages, à la force d'un regard, à la fraternité silencieuse des hommes qui se comprennent sans se parler. Aujourd'hui, les jeunes générations découvrent leurs films comme on ouvre un album de famille. Ils ne connaissent pas les rivalités, les blessures, les orgueils. Ils voient seulement deux hommes, beaux, vivants, libres. Et c'est peut-être mieux ainsi. Car l'histoire de Belmondo et Delon n'était pas une guerre, ni même une amitié au sens simple. C'était une symphonie incomplète, jouée à deux, à distance, où chaque note portait la mémoire de l'autre. Dans sa maison de Douchy, Delon garde une photo sur le bureau, deux hommes en costume clair, unis par le rire. La photo est jaunie, un peu froissée, mais elle reste là, à portée de main, comme un rappel de ce qu'il a été et de ce qu'ils ont été ensemble. Quand on lui demande un jour quel souvenir il garde de Belmondo, il répond après un long silence « Il riait plus fort que moi. Et je crois que c'est pour ça que je l'aimais. » Puis il tourne la tête vers la fenêtre, regarde le ciel gris et murmure « Maintenant, il doit bien faire rire là-haut. Et s'il m'entend, qu'il garde une place pour moi. » Le journaliste, bouleversé, n'ajoute rien. La caméra reste sur lui quelques secondes. Le temps, lui, semble suspendu. Et sur la table, près de la photo, un carnet ouvert. On y lit une phrase, écrite d'une main tremblante. On n'a pas eu besoin de se dire adieu. On s'était déjà tout dit. Le reste de la page est blanc, comme si le film venait de se terminer. Et sur l'écran, on imagine la dernière image. Belmondo, sans caméra, sans rivalité, sans fierté. Deux visages face à la mer. Le temps, lui, ne dit plus rien.